Téléspectateurs de la région de Sikasso, troisième région du Mali, merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent le docteur Mahamadou Konaté. Il est juriste, publiciste, également politique. Docteur Konaté, merci de cette comparution devant les Grands Jurys. Puis-je dire merci pour la convocation? Avec moi justement pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta, il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Keïta. Bonsoir. Elhadj Chana Takirou qui est légèrement en retard, hein. Il va incessamment nous rejoindre autour de ces plateaux et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, surtout à nos téléspectateurs de la région de Sikasso. Docteur Konaté Chana, il va incessamment nous rejoindre. Déjà, votre regard sur la composition du jury? Ça n'a pas changé de même à chaque fois que vous m'avez invité. Convaincu du professionnalisme de ceux qui sont en face et du sérieux avec lesquels ils font leur travail. Donc j'attends qu'on ait des échanges fructueux de nature à éclairer la lanterne de nos concitoyens. Okay. Keïta, nous avons Konaté, docteur Konaté ce soir. Bon, il vient de le dire, que vraiment de nous remercier pour l'invitation. C'est à nous de le remercier pour la disponibilité, puisque par ces temps qui courent, ce ne sont pas tous les hommes politiques de cette envergure et de cette position qui répondent favorablement à notre appel. Donc c'est tout à son honneur de répondre. Par ailleurs, je trouve que vraiment sa présence ici est bien à propos, puisque l'actualité s'y prête. Il s'était illustré précédemment en tant que président du M5 Malikoura. Même en tant que président du M5 Malikoura, ouais. avec beaucoup de talent et beaucoup de poigne que nous avions d'ailleurs apprécié en l'acquittant. J'espère qu'aujourd'hui aussi, nous saurons l'apprécier à l'aune des attentes du public. Qui attend que vraiment des acteurs concernés par la situation qui prévoit actuellement disent leur opinion. D'accord. Voilà. Docteur Konaté, le gouvernement vient de décider de la levée de cette décision de suspension des activités des partis politiques. Une bonne nouvelle, non? Très bonne. Une décision à saluer, même si elle vient tard. Et en attendant qu'elle soit actée par la signature du décret, vous comprendrez quand vous lirez le communiqué que l'esprit, d'après le gouvernement, derrière ce décret du 10 avril, c'était de pouvoir tenir de façon sereine le dialogue dit intermalien. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Alors vous savez que ce dialogue est clos depuis fort longtemps. Et ce décret a attendu jusqu'hier, en tout cas pour... Comme dirait l'autre, mieux vaut tard que jamais. Pour connaître un début d'abrogation. Voilà. Je dis bien, j'attends que ce soit signé. Et donc oui, vaut mieux tard que jamais. C'est pour ça que je dis que c'est une décision à saluer tout de même. Et même si nous ne pouvons pas nous empêcher, nous, oui. Acteurs de la déclaration commune 31 mars, d'y voir une façon de nous couper l'herbe sous le pied. Parce qu'il faut le rappeler, ce décret, nous l'avons jugé liberticide et tyrannique et attaqué auprès de la Cour suprême du Mali pour excès de pouvoir. Oui. Alors, et désormais, votre en tout cas, demande, désormais sans objet devant la... En fait, il faut attendre que cela soit dit par les juges eux-mêmes. Mais
on peut quand même penser que ce sera probablement c'est vers quoi nous nous orientons maintenant. Et maintenant, il faut tirer les conséquences de tout ça. D'accord, on va parler de ces conséquences. Voilà, effectivement, les conséquences. J'allais d'ailleurs poser la question à savoir quelles sont les implications, effectivement, de cette levée sur les procédures en cours. Vous venez de parler de la première procédure, qui est celle que vous avez engagée, l'action judiciaire que vous avez engagée contre la teneur même du décret. Qualité, oui. Mais il y a aussi le fait que vous avez des camarades qui, au nom de ce décret-là, sont encore qui sont concernés par une autre procédure de violation de secret. Quelles seraient, selon vous, les implications de cette levée sur ces deux procédures? Voilà. Je vais d'abord commencer par saluer mes camarades pour leur courage. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, il n'y a pas de bonheur sans liberté et pas de liberté sans courage. Et c'est pendant les moments comme celui que nous traversons que nous pouvons reconnaître les jeunes valeurs, ceux qui sont vraiment attachés à la liberté, aux droits fondamentaux, et ceux qui sont actuellement en prison, je pense qu'ils n'ont plus de preuves à donner à personne pour cela. C'est 11 de nos camarades, 11 présidents d'organisations politiques, mais aussi de la société civile. Et si vous permettez que je rappelle juste le contexte dans lequel on les a arrêtés. Allez-y. Voilà, ils étaient le 20 juin chez un de leurs camarades, Moussa Diko, dans son domicile privé, pour discuter, échanger sur deux projets de documents. Un projet de plan d'action et un projet de règlement intérieur. Et déjà, au sein de notre unité d'action, les positions, les avis étaient divergents, absolument, par rapport à ça. Donc c'est au bout de cette discussion, qui s'est terminée en aéroport, qui se sont fait arrêter. Voilà. D'abord sans mandat, donc sans ordre de poursuite de personne, ce qui est une violation de la Constitution du Mali, des constitutions, pourrais-je même dire, qui garantissent l'inviolabilité du domicile privé, sauf dans les conditions prévues par la loi. Là, c'est sous l'instruction d'un pouvoir judiciaire. Donc, et on les a conduits donc une première fois à la BJ, et c'est là-bas que les débuts de chef d'accusation les seront notifiés. Donc, c'est rappeler que ce n'est pas fortuitement, ce n'est pas à tue-tête que nos camarades se sont retrouvés chez un de leurs. C'est en connaissance de cause. Pour contourner les décrets? C'est pas pour contourner les décrets. Oui, allez-y. C'est pour exercer notre liberté dans les limites de la loi. Il y a une ordonnance, une vieille ordonnance qui a été ressuscitée par le décret du 10 avril. C'est l'ordonnance numéro 36. 58. Voilà, 36 de 1959. 59. Voilà, qui dit clairement, dans son article 2, que les réunions privées ne sont pas susceptibles de restrictions, sauf en cas d'atteinte à la moralité publique ou à la tranquillité publique. D'accord. Donc, c'est une réunion privée. Okay. C'est défini dans cette même ordonnance. Il faut que ce soit un endroit clos. Vous êtes en train de développer, je le sais. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas contre nous, au contraire, c'est dans les cadres de la loi. Les contradictions qu'il y avait entre ce décret et les lois fondamentales, les autres lois en vigueur, c'est que vous êtes en train de... Mais moi, je veux dire, aujourd'hui, avec cette levée, quel pourrait être vraiment le truc de la procédure? J'allais en venir. Ouais, voilà. J'allais en venir. Moi, je pense que le plus simple, ce serait que le gouvernement lui-même tire les conséquences. Qu'il demande au ministère de la Justice, disons au ministre de la Justice, d'abandonner les poursuites contre nos camarades. D'accord. C'est vraiment la chose la plus simple qu'on puisse faire. Ce ne serait pas une ingérence
la même ingérence, que vous n'êtes pas en train de cautionner, d'adouber la même ingérence que vous... mais attendez. En le disant de cette façon. Oui, vous avez bien posé la question, mais attendez, c'est qui le procureur? Qui nomme le procureur? Le procureur est nommé par le ministre de la Justice. Oui. Le procureur rend compte au ministre de la Justice. Il obéit à un pouvoir hiérarchique. Oui. Voilà. En justice, c'est permis que une partie plaignante puisse retirer sa plainte. Mais la procédure continue. Bien sûr. Bon, Si, mais sans cela, on est un criminel, même si on ne demandait pas, est-ce qu'on peut juger des gens vous, je parle en tant que j'interroge votre esprit technicien. Oui. Est-ce qu'on peut juger les gens sur la base d'un texte déjà abrogé? C'est ça là que le problème se pose. Je vais commencer par dire le plus simple. Oui. Que j'ai d'autres. Voilà. Sauf qu'on va essayer d'évoluer. Il faut que on vous annonçait suffisamment ce soir, mais le retard a été constaté également par le jury, Keïta. Oui, il y a. Et surtout qu'il faut pas que le président nous remette en retard. Hein. Je vais vous remettre en retard. Il ne faut pas qu'il nous tire pas derrière. Oui. Ah oui. Bon, il y a un camion qui était devant moi qui ne roulait pas, qui m'a vraiment causé énormément de tort. Donc, mes excuses d'abord aux téléspectateurs pour ce retard. Et bien sûr, vous-même, chers collègues. Allez-y. Et à M. Konati, qui est notre invité. C'est un jeune brillant, quand bien même quelque part illustre, inconnu de la scène politique, mais c'est des jeunes qui émergent. C'est sa première fois aujourd'hui au grand jury. Jamais, deuxième. Bon. Première fois avec lui. Avec moi, bon. Au grand jury. Peut-être que la première fois, je n'étais pas sur le plateau, j'étais ailleurs. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, moi, quand je rencontre... La première fois, il était ailleurs, la deuxième fois, il est venu en retard. Allez-y. Quand on rencontre des jeunes leaders qui émergent, il est vraiment bon qu'on leur demande un peu leur parcours universitaire et professionnel pour vraiment la compréhension de nos téléspectateurs pour qu'ils sachent qui ils ont en face. Allez-y en quelques mots. Écoutez, j'ai commencé mon premier cycle à Sikasso. J'ai terminé à Sefeto, pour être précis. Ensuite, j'ai fait mon second cycle là-bas. J'ai obtenu mon DF en 80. Je vais peut-être passer les dates. Pour donner une idée sur mon âge. J'étais major de ma promotion à le centre de Tukoto. ODF ou bien ODF. Et je suis arrivé au lycée Monseigneur de Montclos de Sikasso en 98. C'est là où j'ai rencontré là-bas. Oui. Voilà. Donc j'ai fait la série lettres. Après la dixième tronc commun, donc on deuxième là-bas. Et j'ai eu le bac en 2001. Je suis obligé de le dire parce que c'était une année assez particulière. Oui. Dans cet examen au Mali, c'était la première fois qu'on décentralisait la correction du bac au Mali. Et bon, ceux qui s'en souviennent vous diront beaucoup plus sur le sujet qui entourait ce bac-là. Donc j'ai pu l'obtenir avec mention bien, et là aussi major de ma promotion, dans le centre de Ségou, qui réunissait Ségou, Sikasso, Mopti, en lettres. Donc j'ai bénéficié d'une bourse. Bon, c'est un peu... Je ne peux pas vous dire tout, parce que, voilà, j'étais à l'ENA. Continuez, c'est intéressant. Qu'on sache qu'on a un jeune brillant devant nous. Continuez. Voilà. Bon, on va passer... j'ai été faire le concours d'excellence. Là, c'est le 300 jeunes. Oui. Voilà, et le président Konaré. Le président Konaré. Malheureusement, cette année-là, bon, tous ceux qui ont fait lettres, bon, parce qu'il n'y a pas assez de bourses, malheureusement, n'ont pas passé. Donc, et j'ai eu une bourse pour l'Algérie, l'école nationale d'administration d'Alger. Et de passage, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Diop, était d'ailleurs celui qui m'a le plus encouragé à aller là-bas, parce qu'à un moment donné, je ne voulais pas aller en Algérie. Et donc il m'a dit que c'est l'école qu'il a faite. Et puis bon. Et c'est un produit d'Alger. D'Alger, voilà. Voilà. Et c'est là-bas où j'ai rencontré des camarades aussi qui sont actuellement aux affaires. Et donc j'ai terminé l'ENA en 2006. L'ENA d'Alger. L'ENA d'Alger. Voilà. Donc je rentre au Mali et après 2 ans
d'enseignement, mais aussi de tentatives de mise en place d'un centre de recherche. Je bénéficierai d'un programme d'échange culturel américain pour aller aux États-Unis. Et c'est là-bas, c'était en pleine période électorale en 2008. Obama, bref, donc j'étais assez séduit par le parcours de... Obama Boys. Exactement. Et donc j'ai décidé de faire mes études aux États-Unis. Donc de mon retour, je me suis préparé pour repartir pour les études de droit à Washington College of Law. Mais ensuite, il y a des difficultés liées aux questions financières, etc. Donc j'ai atterri ailleurs pour faire des études d'anglais, mais aussi de psychologie. Et en 2012, je suis admis au programme de master de la francophonie à Dakar, le cadre de Dakar, qui était un jumelage avec une des universités françaises. Donc je viens là-bas et je fais le master en études de pratique des relations internationales. Et après, je m'inscris en thèse de doctorat en droit public, que je décroche en 2020. Avec mention très honorable, voilà, aussi major de ma promotion à Dakar. Oh, bravo. Et l'ambassadeur Asko Faré, qui est encore vivant, ouais, il était tellement... On était ensemble cet après-midi, il a perdu une de ses cousines, paix à son nom, qui est une cousine à moi aussi. Allez-y, Chana, oui. Continuez, vous avez terminé. Sauf que c'est... Oui. Non, vraiment Claude par ça. Donc il a... Professionnellement, donc je suis actuellement directeur général d'un cabinet, d'un bureau d'études de conseil en matière de gouvernance et sécurité. Et à côté, je donne j'assure des cours à la faculté de droit public, mais aussi à la FSA, faculté de sciences administratives et politiques de Bamako. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé en politique, aller en politique? Alors, ça, je pense que depuis le lycée, l'engagement social m'a attiré. Vous savez, en lettres, j'étais toujours du côté de ceux qui sont engagés, qui sont dans la poésie, mais qui sont aussi dans l'art romanesque. Donc je voulais vraiment être quelqu'un qui sert sa communauté. Être utile à la communauté. Et c'est ce qui m'a amené dans les associations, et ensuite dans les associations politiques. Parce qu'il y a la part de l'association apolitique et politique. Jusqu'à fonder votre propre mouvement politique. Association politique, mouvement politique. D'accord. Donc je n'ai pas de parti politique. D'accord. Allez-y, mais j'ai travaillé, bien sûr, avec des partis politiques au sein de regroupements. D'accord. Pour mener des combats ensemble. Anté-Abana, par exemple, en 2017. Donc j'étais l'un des... Allez-y, Keïta. Chana, s'il vous plaît. On va vous retourner la parole. Allez-y. Vraiment. Allez-y. Allez-y, on va vous retourner la parole. Oui, on va vous retourner la parole. Allez-y. Il faut revenir, vous venez de le dire, vous êtes très engagé. Vous étiez beaucoup plus engagé, surtout. On vous a connu au mouvement M5 RFP, dans le mouvement anti-IBK. Aujourd'hui, nous sommes en juillet. Vous avez perdu des camarades. Moi, je m'attendais à ce que vous commenciez par ces camarades-là. Quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec vos martyrs, blessés et ceux qui sont morts, vivants et morts? Alors, il y avait une question que vous avez posée, à laquelle je vais commencer à répondre. Vous ne voulez pas qu'on finisse ça Bon, parce que quand on retourne en arrière, vraiment, ça perd le fil. On va prendre là où on a laissé. Commençons par ça, ensuite on ira là où on a laissé. Très bien. Alors, bien sûr, j'ai une pensée pieuse pour nos martyrs qui sont tombés les 10, 11 et 12 juillet 2020. Et je rappelle que j'aurais pu en faire partie, parce que j'étais blessé à la tête, je porte encore la cicatrice, lors de ces événements. Et on précise que vous êtes M5 RFP tendance Modibo Sidibé. Bon, c'est pas comme ça que nous le définissons. Nous sommes M5 RFP Malikoura. Parce qu'il n'y a pas que Modibo Sidibé, il y a Koniba, il y a Madame Si, il y a moi-même, il y a d'autres. Malikoura, voilà, Malikoura. Et donc, nous avons depuis ce jour-là demandé à ce que la lumière soit faite sur la disparition prématurée de nos camarades, forcée, j'ai envie de dire, de nos camarades, parce que c'est souvent par... Et alors, où en êtes-vous aujourd'hui?
Alors, où en sommes-nous? Il y a des plaintes qui sont en souffrance encore au niveau de la justice, vous savez. Et avec la nomination de l'actuel Premier ministre, vous vous rappelez, en son temps, l'espoir était grand que très rapidement la meilleure serait faite. Malheureusement, aujourd'hui encore. Vous pensez qu'aujourd'hui ils sont oubliés par. Sauf qu'on a l'impression que c'est. Ils sont oubliés. C'est une situation qui vous préoccupe aujourd'hui. On a tout de même vu un communiqué du M5 RFP tendance Choguel ce soir. Aujourd'hui, on avait un communiqué, pas un communiqué, une réaction de M5 RFP Malikoura. Alors, nous sommes aujourd'hui le 10. Le 11. Le 11, oui. Donc il faut attendre. Il faut attendre le 12. 11, 12, 13. Non, c'est 11, 10, 11, 12. Voilà. Il y a déjà. J'ai vu une déclaration de Cheikh Oumar Sissoko dans laquelle il rend hommage. Il fait allusion. Non, je parle de l'entité M5 RFP Malikoura. Oui, je vous dis qu'il faut attendre le 12 parce qu'il y a un projet de communiqué actuellement sur la table. Parce qu'on a beaucoup de choses maintenant à gérer. Donc on veut faire d'une pierre deux coups pour ne pas avoir 3-4 communiqués en même temps. Il y a la situation de nos camarades qui nous préoccupe surtout dernièrement l'arrestation, là aussi, de notre point de vue illégal de M. Bachili, qui est actuellement à Djouila, ce qui fait qu'on a là-bas 5 de nos camarades. Mais aussi cette levée voilà, de suspension. Donc on a beaucoup de questions en suspense, donc on veut voir comment trouver un communiqué qui puisse en même temps adresser certaines de ces questions et bien sûr réitérer les hommages à nos camarades. Mais ce n'est pas ça le plus important, les hommages publics en fait. Ce qu'on fait aussi voilà, en bas, sur les rapports. Absolument, les rapports, voilà. C'est souvent des rapports de solidarité envers la famille de ces victimes, mais envers aussi l'association des victimes de 10, 11 et 12 juillet 2020. Voilà, c'est le plus important. Oui, allez-y. La levée des sanctions, des sanctions, hein, elle est intervenue. La levée des sanctions, quelle lecture en faites-vous? Chana, on avait répondu à cette, il avait déjà répondu à cette question. Si on peut évoluer. Oui, il a déjà répondu. Maintenant, si vous voulez compléter la réponse, compléter la réponse, c'était en train effectivement de répondre à ça. Compléter la réponse. Donc vraiment, vous n'avez pas répondu à ça. Allez-y. Voilà, j'étais en train de répondre à ça, effectivement. Et je pense que, en plus du fait que ce décret, non seulement ne s'opposait pas au type de réunion que nous nous tenions, qui était une réunion privée, je l'ai dit, en vertu de l'ordonnance que je viens de vous citer tantôt. Mais en plus de cela, je pense que l'esprit étant ce que le gouvernement lui-même a présenté dans son communiqué, et nos camarades ayant été arrêtés moins des semaines après le dialogue intermalien, je pense que si le gouvernement n'abandonne pas les poursuites, les juges doivent tirer les conséquences de ça. Voilà. Parce que non, en tant que juriste, vous pensez qu'on peut juger les gens sur la base d'un décret déjà abrogé? Non. L'acte qu'ils ont posé, puisqu'en réalité c'est la motivation des juges, ils ont dit vraiment qu'ils ont défié, ils ont laissé entendre que le décret a été défié. Entre autres. La levée n'est pas rétroactive. Il y a ça, mais ça qui je l'entends. Non, je l'entends. Ouais. Je l'entends. Et j'avais répondu à ça aussi. J'ai dit, c'est fort probablement, effectivement, la justice va dire que notre plainte est sans objet. Si jamais le décret est signé. Est-ce que vous devez vous contenter de ça? Puisque on ne sait jamais, il peut y avoir d'autres. C'est pas nous qui devons nous contenter de ça. Vous devez peut-être vous battre pour que vraiment la question soit tranchée une bonne fois pour toutes par la justice. Sinon, il peut y avoir d'autres sauf que les chefs d'accusation ont plus trait à la déstabilisation. Il y a deux procédures. Oui. Il y a aussi la procédure qu'eux, ils ont engagée contre le décret. Okay. Vous n'avez pas intérêt à ce que cette procédure-là s'arrête. C'est pas nous qui allons l'arrêter. Il est déjà beaucoup avancé. Oui. Même déjà beaucoup avancé. Oui. Voilà, il y a même des échanges de mémoire, beaucoup avancé. Maintenant, ce que je dis, vous m'avez posé une question. Oui, allez-y. J'ai dit mon point de vue, ce qui est fort probable, c'est que la justice, au moment du jeu du fond, va dire que la plainte sans objet. Va dire que bon, le décret que vous disputez, vous attaquez, vient d'être abrogé. Et peut-être, j'ai pas terminé. Et peut-être s'arrêter là. Mais mon souhait, c'est que la justice aille plus loin. Ça, c'est mon souhait, qu'elle aille plus loin. Parce qu'il ne faut pas qu'elle perde de vue. Vous savez,
la jurisprudence que ça peut, ça peut créer. Ça peut créer, ouais. Voilà, parce que la question, elle est très importante. Est-ce que le président a le pouvoir de suspendre les activités de partis politiques qui sont consacrés par une constitution et puis par la charte des partis politiques. Et c'est tellement grave ce qui est arrivé. C'est tellement illogique. Parce que qui irait croire qu'un président issu d'un parti politique ou d'un mouvement politique ait le pouvoir de suspendre les activités de partis politiques concurrents? Mais il n'y aura pas d'opposition dans ces pays-là. Mais répondez à ma question. Oui. Oui. La levée des sanctions, qu'est-ce que... Oui. La levée des sanctions qui frappent les partis politiques aujourd'hui sont levées. Votre réjouissance, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du Oui, c'est ça. Ça ne me réjouit pas outre mesure. Je me dis tout simplement que tout ce qui... Vous ne réjouissez pas de cette mesure? Non, ça ne me réjouit pas outre mesure. Je prends cette mesure comme telle. Je dis, je la salue, c'est bien. Ça vient tard, mais ça vient quand même. Et ça va, bien sûr, nous réconforter davantage dans le combat que nous menons déjà. Nous ne nous sommes jamais tus. Et ça va bien sûr élargir. Je voudrais dire, est-ce que ce n'est pas un bon début pour la décrispation de la situation politique? C'est un bon début pour cette décrispation. C'est pour ça que je l'ai salué. Voilà, mais il ne faut pas aussi qu'on perde de vue que ces décrets auraient dû être levés depuis longtemps. Et que ce décret, quelque part, illicite, illégal. Au lieu de quoi sa suspension après l'arrestation, si on voit le communiqué du Conseil des ministres, a tendance à dire qu'il n'y a plus de perturbation depuis l'arrestation de certains leaders. C'est ainsi qu'on peut interpréter le communiqué. C'est une grille de lecture. C'est une grille de lecture. Ça veut dire qu'une fois ces gens-là arrêtés, c'est fini, il n'y a plus de perturbation, donc maintenant on peut lever. Bon, c'est à peu près. Je pense que. Il répond à la question d'abord. C'est un commentaire, je pense qu'ils ont fait de passage là, c'est une grille de lecture que nous ne partageons pas, évidemment. Nous ne sommes pas des fautes de troubles. J'ai largement expliqué ça. Ce qui a été dit. Non, mais ça, c'est en réalité, parce qu'on a l'impression que les partis politiques sont présentés dans ce décret-là, et puis même dans la levée de ces mesures de suspension, comme étant vraiment des agents du trouble à l'ordre public. Ce qu'on ne sait pas. Je ne peux pas vous disputer votre perception, c'est pas comme ça que moi je le perçois. Et je vais juste terminer par là pour dire que, écoutez, c'est levé, il a dit c'est à saluer. D'accord? On attend encore que le décret soit signé. D'accord. Mais je pense que nos camarades doivent très rapidement recouvrer la liberté. D'accord. Allez-y. Et il faut aussi dire que les chefs d'accusation, vous le disiez tantôt, ne se résument pas à la violation de décret. Oui. Je pense même qu'ils n'ont même pas cité la violation de décret. Même si on peut c'est sous-entendu. Oui. Voilà. Il y a d'autres accusations. Complot contre le gouvernement, opposition à l'autorité légitime, ce sont comme des allégations. D'accord. Voilà, allez-y, Charles. Oui, monsieur Konaté, l'AS est né à bas la CEDEAO. Quel est votre commentaire par rapport à la création de la nouvelle entité intégrationniste? Alors, l'AIS, sa création en tant que telle, je la salue. Parce que, en cohérence, par rapport à ce que j'ai dit dès le départ, quand l'idée émergeait, j'ai toujours milité pour d'abord la création d'une confédération, qui nous permettra déjà de mieux jauger le système que nous voulons mettre en place, et ensuite pour évoluer, si les conditions se prêtaient, vers une fédération. Alors, c'est toujours bien de se mettre ensemble, surtout quand on a des affinités très fortes, pauvreté, y compris, mais aussi de culture, mais aussi de dignité, oui, mais aussi de proximité. Vous savez, les renseignements militaires, les renseignements même de la police, c'est extrêmement important. La coopération très poussée entre les services transfrontaliers. Donc, c'est à saluer. En soi, c'est une bonne chose. D'accord? Et plus on est nombreux,
à défendre des points de vue qui ne sont pas forcément partagés par les autres, bon, plus on se sent fort. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est votre point de vue ou bien c'est le point de vue mon point de vue. M5 Mali Coura? C'est mon point de vue personnel. Maintenant, ce que je n'apprécie pas, c'est présenter cette confédération en opposition à la CEDEAO. Comme une entité rivale. Voilà, anti-rivale, la CEDEAO. Comme une coépouse, la CEDEAO. C'est dangereux. C'est ce que je n'apprécie pas. Et je ne vois pas à quoi cela va servir notre cause commune en tant que pays de l'AES. Est-ce que cela a été fait par les autres? En quoi cela vous Mais bien sûr, vous regardez même dans le... En quoi cela vous étonne? Alors qu'il est quand même... Non, je n'ai pas apprécié. Non, ça ne doit pas vous étonner, puisqu'elle est née... Je n'ai pas dit que je suis étonné d'un conflit. Non, écoutez. Et je dis que je suis étonné. Vous avez dit au départ, vous l'avez soutenu. Voilà. C'est en toute connaissance. Confédération. C'est en toute connaissance de cause. Ouais. Et vous savez les conditions et les circonstances dans lesquelles cette AES est née. Oui. C'est sur fond de rivalité avec la CEDEAO, ce n'est pas pour autre chose. Non, c'est pas comme ça que l'AES, tout le monde le sait, est née sur fond de rivalité avec la... Au tout début, c'est parce que j'ai... En tout cas, c'est Pourtant, dans une situation c'est une sorte de conflictuelle. réponse à la CEDEAO. Une réponse à la CEDEAO, Oui. vous l'avez C'est dans une annoncé situation aujourd'hui. conflictuelle. Aujourd'hui, vous êtes en Non, train... c'est différent. Une réponse à la CEDEAO, c'est différent d'une création de rivalité à la CEDEAO. C'est différent. Oui. Mais la différence, c'est que ces gens voulaient sauver. Ils cherchaient un moyen de se sauver. Mais de se sauver. Et non de sauver les pays. Mais oui, de se sauver en tant que... Néanmoins, vous l'avez soutenu. En tant que régime. Néanmoins, vous l'avez soutenu Non. malgré cet esprit-là. Il ne faut pas que vous compreniez. Du départ. Il faut que vous interprétez mal ce que je Vous dis. êtes en train de dire J'ai dit- qu'ils ont créé l'AES pour se sauver en tant que régime et non pour sauver les 3 nations. Oui, on peut le dire. Ah, mais pourquoi vous l'avez Mais- soutenu si vous attendez. connaissez vraiment les Il va répondre à la question. intentions qui ont Allez-y. prévalu à sa création? Écoutez, Il veut Allez-y. qu'ils se sauvent. Puis c'est tout. Ah oui, il veut qu'il soit... Non, je ne pense pas. Allez-y. Je ne pense pas. Je ne pense pas. alors, donc j'ai dit que au début, quand l'idée émergeait, c'est que moi j'ai compris, c'est que ces 3 pays voulaient se mettre ensemble pour se sauver. Se sauver de quoi? Se sauver des sanctions de la CEDEAO qui... Donc sauver les régimes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais parce que c'est que... Prenez-moi c'est sauver, au c'est-à-dire mot, quoi? s'il vous plaît. Non, vous dites Mais je sauver. parle français. Il- Mais prenez-moi au mot. Non, vous voulez que je dise non, j'utilise pas les mots ça, que vous non, voulez. Je ne veux pas que vous dites. Voilà, Je veux qu'on vous comprenne. on me comprendra. Je pense que je voudrais que vous soyez plus intelligible dans ce que vous dites. Je Se pense que sauver, je le c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de sauver des têtes ou bien de sauver les pays? Vous pensez que la CEDEAO était une menace pour les pays, vous-même? Alors, monsieur, je pense que pour les dirigeants de ces 3 pays, leur sort est lié à celui de leur peuple. Voilà. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Leur sort est lié à celui de leur peuple. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, se sauver, c'est se sauver avec leur pays. Parce que ces sanctions-là, qui pèsent sur le Mali, le Burkina, ne pèsent pas que sur les dirigeants. Mais l'AES n'est pas née après la levée des sanctions? C'est surtout sur Si, c'est après la levée des sanctions. C'est ça. C'est surtout le peuple subit. Effectivement, mais c'est né. L'AES est née après la levée des sanctions. Donc on ne peut pas dire qu'elle a été... Mais c'est la conséquence des sanctions. Justement. C'est la conséquence des Et sanctions. puis toutes les sanctions ne sont pas levées, attention. Il y a des sanctions, toutes les sanctions ne sont pas levées. Il y a des sanctions de l'UEMOA, c'est des sanctions de l'UEMOA qui sont levées. Il y a encore des sanctions de la CEDEAO qui sont en place. En tout cas, Ça n'est pas levé, les attention. sanctions vitales Donc, pour les peuples ont été levées. toutes les sanctions ne sont pas levées. Et au moment où ils discutaient de la création de l'AES, je pense que l'essentiel n'était même pas levé. Alors, maintenant, et ça c'est, je crois, le mobile de départ. Oui. D'accord? Moi, j'ai étudié le concept en tant que tel. Un concept de confédération. D'accord? Les difficultés qui sont encore les nôtres. Je veux dire, les conséquences des sanctions économiques, financières, voire même politiques. Si ces pays trouvaient un moyen, un espace où conjuguer leurs efforts, qui peut dire que ce n'est pas une bonne chose? Cela peut aider à atténuer un peu Au les sein de effets la des sanctions. CEDEAO, ils ne peuvent-ils pas conjuguer leurs efforts? Alors, voilà, c'est ça à quoi je veux en venir. J'ai dit, je n'ai pas apprécié, c'est là où il m'a coupé. J'ai dit, créer une confédération, on peut la créer au sein de la CEDEAO. Voilà. Moi, j'aurais souhaité qu'on soit dans la CEDEAO et puis qu'on crée cette confédération.
entre les trois pays. Est-ce que c'est permis par les textes? Mais bien sûr, les textes ne sont pas contre. J'ai lu tous les textes de la CEDEAO que j'ai lus, ne sont pas contre que des États se mettent ensemble pour créer une association. Mais c'est une association. Oui, créer une association, essayer de passer comme le Liptako Gourma, par exemple. Par exemple, un autre aspect. Les G5 Sahel, par exemple. Et d'ailleurs, je l'ai dit, je vais profiter, vous avez bien fait de me rappeler ça, parce que je n'ai pas parlé avec certains. Je l'ai dit, écoutez, le Liptako Gourma est là déjà. Et le Liptako Gourma a pratiquement le même mandat que l'AES. J'ai dit, mais si vous allez à l'AES, ça veut dire que vous allez peut-être supprimer le ou bien en faire une agence, si vous voulez, une agence d'exécution de l'AES. Mais ça, c'est vraiment dans une approche constructive. Oui. Mais le fait qu'on l'a malheureusement, avec l'évolution des choses, présenté comme une rivale de la CEDEAO, comme un opposant de la CEDEAO, comme une entité politique même. Merci, c'est ça qu'il a vidé de son intérêt sur le stratégique, de mon point de vue. Konaté, la CEDEAO ne semble pas se désespérer d'un possible retour de ces trois pays. Moi, je pense qu'ils ne reviendront pas. Est-ce que vous ne croyez pas à un talent je ne crois pas. D'un Diomaye Faye, talent diplomatique d'un Diomaye Faye? Je ne crois pas pour une simple raison. Oui. Parce que cette affaire leur profite. C'est très clair là. C'est très clair. Depuis qu'ils ont commencé à se mettre ensemble, vous avez vu que la CEDEAO s'est dégonflée. Comme un ballon. Pourquoi vous allez changer de stratégie qui vous réussit, M. Chahana? Non. Du coup de l'AES, on voit de la détermination et on voit de l'unité. De l'autre côté, on voit quoi? De l'hésitation et de la division. Et vous voulez que... Et de regret même. Bon, voilà, c'est vous qui le dites. On a vu Patrice donc il faut... Moi, j'analyse les choses objectivement. J'analyse les choses objectivement. Peut-être que leur regret vient du fait qu'en réalité, ils sont beaucoup plus soucieux de l'impact de cette Je ne crois pas, monsieur, les populations. Monsieur, ils ne s'entendent pas. Ça, c'est d'un deux. Monsieur, ils ne s'entendent pas. Deux. Eux, ils ne s'entendent pas. L'AES s'entend, mais eux, ils ne s'entendent pas. Donc, il faut que de toute façon, il est plus facile de s'entendre à trois. Mais évidemment, ça c'est évident. Écoutez, je ne suis pas là pour... Oui, non, je sais. Voilà. Non, mais je vous demande. Moi, je ne suis pas là pour défendre les... Il y a une question, non, je suis là pour vous dire ce que je pense de ce qui aurait pu être la meilleure approche pour les États de l'AES et probablement pour la CEDEAO. L'AES aurait pu être créée étant dans la CEDEAO. Il y a une question qui intéresse. Et je pense que le fait même qu'on est en train de créer l'AES, soi-disant pour éviter que les États ne se servent de leurs textes pour sanctionner des pays, je pense que ça ne peut pas prospérer. Parce qu'une association comme telle, confédération, en quoi ça va? Mais quand on va arriver à la fédération, on ne pourra pas la faire vivre longtemps s'il n'y a pas de règles à imposer à tous les États membres. Et avec des conséquences éventuelles. Les sanctions sont obligatoires. D'accord. Allez-y, Keïta. Docteur, il y a beaucoup de trucs qui ont prévalu à cette création de l'AES. Ce sont les raisons évoquées. On a même le fait que la CEDEAO est la sous-préfecture de certains États d'Occident. Il y a tout ça qu'ils veulent quitter, cette ambiance-là d'inféodation de la CEDEAO à d'autres pays qu'ils voulaient quitter. Ça fait partie des raisons aussi évoquées. Mais ce qui m'intéresse, c'est une question qui taraude aujourd'hui l'opinion. Est-ce qu'il y a de la vocation d'un régime transitoire d'engager les pays dans une telle démarche? Alors, vous voulez dire de droit? Non. Mais de droit, effectivement. Non. Mais voilà, c'est pas... Non, de droit, non. Même si l'homme de droit que vous êtes l'a soutenu quand même. Si non, est-ce qu'il me comprend? Oui, je sais, au départ, non. Moi, vous me comprenez pas. Sinon, c'est compris. Encore que ce n'est pas un crime aussi de soutenir. Non, c'est une question de point de vue. Non, je suis un homme. On parle de paradoxe dans le sujet. C'est un point de vue. Le droit de choisir. Je suis un homme réaliste. Les incohérences que je relève. Voilà, je pense qu'il a expliqué. Voilà, j'ai expliqué. Je ne suis pas incohérent. J'ai dit ce que j'aurais préféré. Et j'ai dit ce qui est en train de se passer. Et ce que j'en pense. Ok. Vous voulez quoi d'autre? Je n'ai pas jugé la question que vous venez de me poser. Est-ce que le processus de création, voilà, du point de vue du droit, voilà, a été légal? Je n'ai pas jugé de ça. C'est maintenant que vous me posez cette question. Bah, allez-y. Voilà, je vous dis du point de vue du droit, non. Ok. Maintenant, du point de vue et pourquoi non droit. Et pourquoi non? Écoutez, vous le savez très bien. Alors, non, je ne sais pas, même si je le sais, l'opinion ne le sait pas, le public ne le sait pas. Expliquez-le, il faut décortiquer pour qu'on comprenne qu'ils n'ont pas le droit d'engager le pays dans cette démarche. Écoutez, vous savez, c'est très simple. Dans ces genres d'accords, ce sont les présidents de la République qui sont fondés à le faire. Voilà. Et maintenant, sur le plan politique. Souvent même, ça passe par un référendum. Absolument. Une véritable on n'a même pu passer par là. C'est à quoi j'en ai à venir.
politiquement, et puis de façon réaliste. Ils sont là. Alors, même le fait que le droit percé ne leur donne pas ce pouvoir. Mais ils auraient pu les rendre beaucoup plus légitimes, les rapproches. Donc en se servant, si vous voulez, des assises morales du droit. Vous venez de dire, référendum, une forme de consultation populaire. D'accord? Ça aurait pu donc donner une couche supplémentaire de légitimité. Ok, allez-y, Chana. Oui. Donc je vais finir par là. Oui. Donc quelque part, vous voyez, on reproche à la CEDEAO d'être la CEDEAO des chefs d'État. Vous voyez, donc de manquer de légitimité. Des sous-fifres aussi de la France. Doucement, monsieur. Et de notre côté, vous voyez, dans le processus, on a laissé le peuple de côté. Donc, quelque part, est-ce que... Vous parlez AS des chefs d'État aussi, quoi. Voilà, mais bien sûr. Ça devient aussi un AS des chefs d'État. Alors qu'ils prétendent être vraiment une organisation... Allez-y, Chana. Ils prétendent vraiment agir au nom des peuples. Mais c'est le droit de prétendre ça, monsieur. On ne peut pas les empêcher de prétendre ça. Les prétentions sont vraiment libres et personnelles. Mais monsieur Konaté... Ils sont libres de prétendre ce qu'ils veulent. Monsieur Konaté, oui. Après la levée des sanctions qui frappent les partis politiques, vraisemblablement, on s'achemine vers une décrispation de la situation politique. Est-ce que vous vous attendez dans les jours, semaines qui viennent à une date pour le retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation d'élections libres et transparentes? Est-ce que cette levée peut être considérée comme un signe avant-coureur d'une telle nouvelle? Possible. Je pense que c'était vraiment regrettable. Et je pense que tout Tom Manuel de bonne foi peut se rendre à cette évidence qu'on est mis sous l'éteignoir pendant au moins 2 mois des partis politiques qui avaient tout leur rôle à jouer dans la concertation dite intermalienne et même maintenant dans un processus de réconciliation qui est engagé. Et je pense que déjà cette décrispation, elle doit être renforcée, ce n'est que le début, par des gestes beaucoup plus forts, robustes, tels que l'abandon des poursuites purement et simplement contre nos camarades, et puis rapidement prendre langue avec la classe politique. Ça, ce sont des gestes beaucoup plus robustes. Et maintenant, à partir de là, on peut être rassuré qu'on s'achemine probablement vers des dates de nouvelles élections. Date de nouvelles élections avec en ligne de mire une éventuelle candidature de Assimi Goïta. Est-ce que vous pensez que cette candidature sied à la situation politique actuelle? Surtout qu'elle a été demandée à la limite par les Maliens. Par le DIM, le dialogue intermalien. Par les Maliens, à travers le dialogue intermalien. Alors, de quel point de vue? Politique, juridique, point de vue, même juridique, vous aviez même annoncé autour de ces plateaux que c'est une candidature qui est juridiquement déjà prononcé admise. Oui, ça c'était quand il démissionnait. Oui. N'est-ce pas? Il dit que juridiquement, s'il démissionne de son poste de président, à l'époque, rien ne l'empêchait de... Aujourd'hui, le dialogue permet de se présenter sans démissionner selon les résolutions. Maintenant, il faut attendre que les textes soient bien sûr revus. Je crois que la loi électorale va être toilettée, etc. Si c'est ce qu'ils souhaitent. Parce que le dialogue a dit des choses qu'ils n'ont pas encore mises en œuvre. D'accord? Et d'ailleurs, si on en croit les signes avant-coureurs des élections à venir, ça veut dire que les 5 ans ne seront pas retenus par Assimi et ses hommes. Donc il y a beaucoup de choses qu'on dit dans le dialogue qui probablement ne vont pas être prises en compte. Maintenant, si on va dans ce sens que le président va se présenter étant bien sûr au pouvoir, et après bien sûr à la tchadienne, et puis après toilettage des textes juridiques, etc. Et politiquement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Tu soutiendras sa candidature quand même. Ah bon, qu'est-ce que tu dis ça? Je te demande, c'est une question. Comme tu dis quand même, bon. Le moment venu, on en parlera. Mais ce que je dis déjà, c'est politiquement, ce n'est pas bon.
OM5 Malikoura, il n'y a pas une candidature. Modibo Sidibé ne se signale pas de ce côté-là. On verra tout ça. Allez-y, Keïta, s'il vous plaît. Politiquement, il faut répondre. Ça, le moment venu, je pense qu'on avisera. D'accord? Nous avons un processus de candidature unique. Voilà, candidature unique en notre sein, qui suit son cours. D'accord? Donc, le moment venu, quand sera acté, l'opinion sera informée. D'accord. Et ce sera officiellement, bien sûr, le candidat de M5 Malikoura, et que nous souhaitons, bien sûr, pour tout le Mali. Donc, dans cette optique, tu ne pourras pas soutenir Assimi, alors? Évidemment, mais je ne veux pas juste qu'on rentre dans ces débats qui ne doivent pas être avant l'heure. Oui. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Politiquement, ce n'est pas bon. Voilà. Pourquoi je pense que ce n'est pas bon politiquement? D'abord, la méfiance qui existe déjà entre la classe politique et les autorités, elle est grande, très grande. Et deux, les difficultés économiques, financières, voire même politiques, que notre situation de gouvernance militaire a créé avec le reste du monde demeure. Je parle de ce qu'il y a. Donc, présenter une candidature dans ces contextes par le même président, je pense que ça ne va pas forcément... Konaté, certains, s'il vous plaît, certains peuvent aussi dire, si ça a marché au Tchad, par exemple, pourquoi pas au Mali? D'autres ce qu'il est en train de dire, ça peut marcher pour l'individu, mais pas pour le pays. Il dit que ça n'augurerait pas de bonnes choses pour le pays. Très sérieusement, moi, je ne comprends pas les raisonnements de Konaté. Vous dites politiquement, ceci, cela. Ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il est juste qu'un président qui a géré la transition, qui est encore à son poste, qui organise ces élections, soit le concurrent d'autres gens qui sont désarmés, qui ont été désarmés pendant quelques semaines sans activité politique? Est-ce que vous pensez que cela vraiment augure d'une consultation électorale sincère qui puisse donner l'égalité de chance à tout le monde? C'est ce qu'on veut savoir de vous en réalité. Et est-ce que vous allez l'accepter? Parce que vous semblez nous dire qu'une fois les textes, les arrangements obtenus au niveau des textes, en revoyant en toilettant les textes et autres là, donc ça veut dire qu'il peut être candidat et que vous allez vous en accommoder. Est-ce que c'est ce que je dis? Non, je dis vous semblez. Non, du tout. Démontrez-nous que c'est pas ce que vous avez dit. J'ai dit juridiquement, il peut faire ça, il n'y aura pas de problème de ce côté. Mais politiquement, ce n'est pas bon pour le pays. Juridiquement, il peut le faire. Juridiquement, il est autorisé. Je suis en train de vous dire, s'il toilette... on adopte les textes qu'il faut. Voilà, pour légaliser, pour habiller. Voilà, c'est cette... Ça, c'est factuel. Ouais. Non, vous pensez qu'il n'y a pas de barrage dans les textes même existants à ça? Il y en a pas. On enlève les barrages, il parle de ça. Non, mais c'est pas, on ne peut pas lever, il y a des barrages qu'on ne peut pas lever. Parce que, non, d'abord, puisque... Non, si, il y a beaucoup de gens qui pensent que... Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel de votre question? Non, parce qu'on va perdre du temps. Il y a des gens qui pensaient à juste titre qu'à partir du moment où le chef de l'État a prêté serment sur une charte et que cette charte-là lui fasse des limites à lui et à un certain nombre de personnalités pour être candidat, il ne peut plus les lever. C'est ce qu'on veut vraiment décortiquer. Vous savez, pour nous, est-ce que vous savez, vous pensez être beaucoup plus flexible à ces choses-là que moi je le croyais. Je suis objectif, je ne suis pas là pour forcément vous faire plaisir. Je dis ce que je pense objectivement. Vous savez que pour la déclaration du 31 mars, la charte même n'existe pas. Ah, mais nous aussi, on n'est pas là pour vous poser les questions que vous voulez entendre. Attendez, la charte. Non, plutôt pas la charte. Pour nous, juridiquement, la charte est caduque de nos jours. Elle est caduque de nos jours. Ah oui. Parce que oui, donc. Ah, n'est-ce pas? Oui, mais bien sûr. De même que lui-même, sa présidence est caduque. Mais attendez, mais nous, on a été clair sur tout ça. Oui, voilà. Non, mais attendez. Vous avez les zones quand vous posez une question, moi, je réponds à cette question. Écoutez, si vous acceptez. Ne mélangeons pas les questions. Si vous acceptez, malgré tout, une présidence. On mélange les questions. Que vous jugez illégale, puisque depuis vous nous avez dit ici que vous aurez pu jouer un rôle dans le dialogue, alors que le dialogue est intervenu dans une situation conflictuelle avec les partis politiques qui ne voulaient pas y participer. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu la suspension. Oui, surtout leur tendance. Oui. Bon, voilà, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu la suspension des partis politiques. Donc vraiment, pour le dialogue, non. Et depuis ce temps-là, vous êtes dans une logique que, en réalité, le pouvoir n'existe plus.
Et c'est ce que vous avez dit au monde. C'est pas ce qu'on dit. Si, vous avez dit que c'est fini. Qu'à partir du 26 mars, le pouvoir est terminé. Et C'est pas ce qu'on a non, dit. j'ai les textes ici. Attends, je je peux vous le dire? Mais c'est nous qui l'avons écrit. Ah oui. Je suis Et vous avez dit qu'en cette phase de mise en œuvre des recommandations du dialogue, non, ce n'est pas ça? Non, j'ai les textes en tête. Ah bon, voilà. Non, en conséquence, je réunis vous le 31 éclaire, mars, s'il vous plaît. demandons aux autorités en place au regard du vide juridique. Les autorités en place. Et vous dites qu'il y a du vide. Vous dites du vide juridique. Mais attendez, vous Il confondez y a les un choses. vide. Laisse-moi vous. Et institutionnel. D'accord. Vous avez dit qu'il y a un vide juridique et institutionnel. Keïta, vous souffrez aussi d'entendre sa réponse. Hein? Nous n'avons pas dit que le poids n'existe pas, puisqu'on s'adresse au pouvoir, les autorités en place. C'est pas pour rien qu'on a utilisé cette expression. Non, pas de la transition. Mais quelle autorité? Non. Des autorités de fait, même si Absolument, voilà. c'est ça qu'on veut dire. Mais ça, la réalité. Nous vivons dans un monde réel. Hein. Voilà. On dénonce ce qui n'est pas bon, on dit ce qui devrait être, mais on fait avec ce qu'il y a. Ouais, absolument. Mais c'est clair ça. Allez-y, Chana. On est cohérent là. Allez-y, Donc, Chana. nous avons dit ce que nous avons dit. Il y a un vide sur les juridiques, je l'ai dit. Juridique, je l'ai dit, la charte et le cadet. Ouais. Non, mais c'était. Chana, posez votre dernière question. Non, la réalité, Oui. c'est que ces autorités sont en place, il faut faire avec. Tant que, bien sûr, le peuple ne nous suit pas, et tant que les autorités judiciaires ne nous suivent pas. Et on va organiser des élections dans n'importe quelle condition. Allez-y, Chana. Monsieur Konaté, C'est clair, Chana, c'est votre dernière question, allez-y. Monsieur Konaté, on me rappelle que c'est ma dernière question. Maintenant que les sanctions sont levées, les sanctions relatives aux activités des partis politiques, au cours de cette semaine même, de ce week-end ou la semaine prochaine, pouvons-nous nous attendre à des activités, à de véritables activités de partis politiques, parce que les partis politiques étaient en train de mourir, ne vivaient pas. Et je pense que la suspension, quelque part, a arrangé certaines mêmes formations politiques. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, avec la levée de cette suspension, est-ce qu'on peut s'attendre à de véritables activités politiques, ne serait-ce que pour la libération de vos camarades? Surtout au niveau du M5 Malikoura, hein, dont le président a été arrêté, Bachili, qui est le président en exercice du M5 RFE. Absolument. Et je rappelle une arrestation, encore une fois, illégale. Ça a été dénoncé. Absolument dénoncé. Et qui n'a pas... Allez-y à ma question. Peut-on nous attendre à des activités... Évidemment, nous, par exemple, au niveau du M5 RFE Malikoura, mais aussi au niveau de notre interaction, nous n'avons jamais cessé d'agir. Malgré l'action de nos camarades, nous sommes toujours restés debout. Et nous avons mis en place un groupe d'avocats. Nous avons entrepris des actions pour obtenir la libération. Ma question n'est pas sur nous. Oui, la suspension est levée. Peut-on nous attendre à des activités de votre entité? Oui, évidemment. À de véritables activités politiques. Bien sûr. Mais la priorité pour nous, d'abord, c'est obtenir la libération de nos camarades. Oui. Et bien sûr, après, nous avons des programmes que nous allons dérouler. D'accord. Vous pensez, je crois probablement aux conférences de presse, aux meetings, à des activités pareilles. Aux marches, probablement, oui. Pourquoi pas. On n'exclut rien du tout. Oui, mais tout ce que nous faisons, et bien sûr, va faire l'objet de concertation à l'interne, mais aussi de concertation avec nos partenaires d'unité d'action. Et comme vous, moi je déplore la timidité de la classe politique. Et c'est pas évident que cette levée, on attend encore le décret, que le décret soit signé, que cette levée va forcément créer une certaine un engouement, une certaine dynamique tout de suite, parce que la méfiance est grande. Même par rapport aux élections, il le dit, la méfiance est grande. Beaucoup de gens se posent des questions. Dans quel contexte, à quelles conditions nous allons pouvoir organiser les élections qui soient crédibles? Est-ce qu'on va le faire avec la même architecture actuelle, le même âge? Est-ce qu'on va revoir tout ça? Est-ce qu'on va aller à un nouvel réhabillage juridique de la transition? Voilà. Est-ce qu'on va aller à une nouvelle charte ou pas? Donc, toutes ces questions-là, bien sûr, sont en suspens. Allez-y, Keïta, pour... Allez-y. Oui, dernière question. Effectivement, moi, j'aurais dû commencer par cette question. C'est que en 2020, vous preniez date et contre la gouvernance IBK. Vous avez obtenu que, par des voies de parachèvement, puisque c'est vous qui étiez les acteurs principaux, et les militaires n'ont fait que parachever votre lutte contre IBK.
Vous l'avez fait, vous avez posé ces actes pour des aspirations qui ne sont pas forcément celles à quoi vous êtes en train d'assister aujourd'hui. Au lieu de la gouvernance attendue aujourd'hui, il est évident que nous assistons à beaucoup de choses, telles que la violation des droits fondamentaux, la suspension des partis politiques, l'absence des partis politiques dans le gouvernement et dans le système de gouvernement, ainsi de suite. Est-ce que vous ne devez pas vous résigner à admettre que ce que vous avez posé comme acte, vous l'avez fait contre les partis politiques? D'accord, en une minute. Aujourd'hui. Non, jamais. Bien. Selon le résultat. Jamais. Selon le résultat. Mais jamais. Cette révolte populaire... Ou bien au moins que les partis politiques ont été les grands perdants en tout cas, de ce que vous êtes en train de faire. Oui, allez-y. Voilà. Je réponds aux questions qu'on me pose. Donc cette révolte populaire à laquelle vous faites allusion, nous l'avons fait avec des partis politiques. Nous l'avons mené avec des partis politiques. C'est ce que j'ai dit à certains partisans fiés de la gouvernance militaire. J'ai dit, il ne faut pas oublier, même si vous pensez que vous avez la meilleure de gouvernance, qu'elle est advenue grâce aux hommes politiques, grâce au combat d'hommes politiques. Je l'ai dit, grâce au combat d'hommes politiques. Il ne faut pas insulter, d'accord, le pouvoir, la cause qui vous a permis de prendre vie. Il ne faut pas l'insulter. Donc, ils n'ont pas fait ça contre les partis politiques. Et c'est vrai, j'ai répondu à cette question, je vais les répéter. Ouais. Bien sûr, nous regrettons ce qui est advenu. Voilà. Non, mais non, là, écoutez, ce n'est pas un complexe, je l'ai dit ici, je le répète. C'est l'évidence. Nous avons été court-circuités dès le lendemain de la démission d'Ibeka de son régime. D'accord? L'acte fondamental, il a été publié sans concertation. On l'a vu, comme tout le monde, dans les journaux officiels. Les concertations nationales, vous vous rappelez du discours de Mme Sikatoso qui disait qu'on est en train d'observer une confiscation du pouvoir, vous vous rappelez? En septembre 2020, nous avons été court-circuités. D'accord. Donc, il faut le reconnaître, ce n'est pas ce que nous espérions. D'accord. Nous avons aussi dit que, pour autant, nous n'allons pas nous opposer à cette transition, au moment où elle se déroulait. Que nous allons l'aider à faire mieux. Nous allons l'aider à corriger cet art. Est-ce que c'est ce que vous faites toujours, jusqu'à maintenant? Non, maintenant, parce qu'on n'est plus pour nous dans la transition. Oui, mais est-ce que cette transition est en train de faire... D'accord. Voilà. Non, plus maintenant, parce que pour nous, nous sommes dans un vide aujourd'hui. D'accord. D'accord. Et nous essayons de les convaincre d'abord de combler ces vides-là. Sauf que c'est mal... Juridiquement, et puis... Konaté, nous sommes malheureusement au terme... Oui. Bien sûr, nous allons les accompagner, ou si nous allons... Répondez par oui ou non à la question suivante. Est-ce que cette transition... Vous êtes la dictature, là. Cette transition, non, mais puisqu'on n'a pas de temps... On n'a vraiment pas de temps. Cette transition, selon vous, cette transition a fait mieux, autant ou pire qu'Ibeka? Ça serait difficile à dire. Mieux ou pire? Ça, ce serait difficile à dire. D'accord. Parce que je pas... Bathily avait dit quelque chose sur cette table. Voilà. Ça serait difficile à dire. Ce que je peux dire, c'est que déjà je regrette. Et ça, c'est évident. C'est cette compression de liberté et de droits fondamentaux. D'accord. Konaté, nous sommes malheureusement... oui. Nous sommes malheureusement au terme des débats. Mais je ne peux pas faire cette comparaison de façon objective. Recul. Voilà, je suis aussi au regret de mettre un terme à ces débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération Keïta. Nous sommes dans les secrets de la délibération. Bon, il est vrai que pour une large partie de cet échange qu'on a eu avec lui, j'ai eu l'impression de ne pas reconnaître la même personne que j'avais vue la dernière fois, qui était beaucoup plus poignant, mais ça se comprend. Il faut préserver l'essentiel. Il faut parler, certes, mais c'est quand on existe qu'on parle. Hein? Il faut être poignant, certes, mais c'est quand on existe. Il est en train de préserver l'essentiel. C'est ce que j'ai compris dans son intervention, et je ne veux pas lui en vouloir pour ça. Surtout que vraiment, ces derniers propos ont achevé de me convaincre que, quelque part, qu'en réalité, hormis cette prudence-là, que je pourrais juger même comme une extrême prudence,
dans le verbe, il reste quelque part dans son fort intérieur le même, avec les mêmes convictions. Il n'est peut-être pas constant dans la façon de le dire, il le fait avec beaucoup de choses que moi je considère comme des incohérences, même si par ailleurs parfois même des paradoxes. Mais pour l'essentiel, je pense qu'il reste le même. Et il faut le juger par cette constance d'apparence et non pas par ce que nous avons entendu ici. Je vous demande, Monsieur le Président, de lui accorder vraiment une liberté. Allez-y, Chana. Merci, Monsieur le Président. Je suis séduit par un jeune talent, un jeune leader, un jeune qui émerge. Il est avec ses pairs, il se bat avec des idées novatrices, avec des explications, des analyses lucides. Il constate, il dit les faits tels qu'ils sont. Et à côté des faits, il dit ce qu'il pense. C'est un jeune extrêmement courageux. Il est courageux, il est brillant, il est engagé. Engagé depuis le lycée. Tu l'as connu au lycée de Sikasso. Brillant, major de sa promotion. Au Bako également, major de sa promotion. Un jeune leader aujourd'hui parmi les meilleurs. Avec une très bonne moralité. Quand tu écoutes, tu échanges avec Konimba Sidibé, qu'il te parle de ce jeune brillant. Dieu. Et sur cette table-là, j'avoue qu'il a répondu à toutes nos questions avec aisance. Monsieur le Président, vous devinez déjà ce que je veux vous demander. D'accord. Acquittez-le. La République a besoin de lui. C'est l'avenir de demain, Monsieur le Président. Libérez-le, Monsieur le Président. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé, il me plaît de libérer purement et simplement le docteur Konaté, juriste publiciste des liens de l'accusation. Par conséquent, docteur Konaté, vous êtes acquitté. Un dernier mot en 10 secondes. Monsieur le Président, avant de donner le dernier mot à Monsieur Konaté, vous me permettez quand même, ce n'est pas... 30 secondes, allez-y. C'est rare vraiment de féliciter les autorités pour la levée des sanctions qui frappent les partis politiques. C'est un début de décrispation de la situation politique. On ne peut pas gérer le pays sans parti politique. La politique, c'est pour les partis politiques. La gestion d'un pays, c'est pour les partis politiques. Et le pouvoir doit aller loin pour cette décrispation de la situation politique en libérant les leaders emprisonnés. En les libérant, en créant un cadre de concertation pour aller à un retour à l'ordre constitutionnel, pour rendre davantage fréquentable notre pays et pour améliorer la gouvernance. Je pense qu'il faudrait encourager les autorités à aller encore plus loin pour le bonheur des Maliens. Konaté, 10 secondes. Je vais me garder de répéter. Il a parlé pour moi si brillamment. Je vais juste ajouter un mot, une citation d'un illustrateur qui résume, c'est par quoi je vais terminer. Il disait, écrire liberté sur le bord d'une plage, c'est déjà avoir la liberté de l'écrire. La mer peut effacer ces mots, mais la liberté demeure. C'est sur cette note de poésie que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité le docteur Mahamadou Konaté. Il est juriste publiciste, non moins membre du mouvement M5. Oui, non moins membre du M5 RFP Malikoura, auteur de 3 livres qu'on peut trouver dans toutes les librairies. Au revoir, clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Sikasso. Merci.